Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado a presença de todos para essa conversa com o Patrick Deville no lançamento da Serrote número 26. Né? Esse evento é uma parceria do IMS com o Consulado-Geral da França, no Rio, o Instituto Francês do Brasil, a Editora 34 e a Flip, a quem a gente agradece pela oportunidade de ter essa conversa aqui com o Deville. Eu vou fazer uma breve apresentação. O Patrick Deville nasceu na França em 57, estreou na literatura há 30 anos, portanto, em 87. Desde então, ele lançou 11 romances. O 12º sai na França em 2 semanas. Depois de um ciclo de 5 livros, publicados pela prestigiosa Édition de Minuit, né, é uma editora que é uma instituição da literatura francesa, editora do Samuel Beckett, do Robert Guillet, do Claude Simon, do Jean Chinoz. O Patrick Deville mudou de editora e de rumo. Iniciou na SEI, que é a sua editora agora, uma série de livros sempre inspirados em histórias reais e que, por combinar procedimentos de diversos gêneros, ele chama de romance sem ficção. Então, é de romance sem ficção que a gente vai falar quando a gente vai falar sobre o Viva e o Peste Cólera, né? Em torno deles que vai gerar a nossa conversa aqui. São os livros lançados pela Editora 34 no Brasil. Viva, né, tem como personagem principal Leon Trotsky, flagrado no momento que ele chega ao México, onde a sua história se cruza com a de outros personagens, como Malcolm Lowry, o autor de Sob o Vulcão, né, o Diego Rivera, óbvio, a Frida Kahlo. Como sabemos, como todos sabem, é um momento final de sua vida. Lá ele vai ser assassinado. Né? Mas também é um ponto de mudança para todas aquelas pessoas que convergem, em um determinado momento, para a cidade do México. Peste e Cólera é conduzido por Alexander Yersin, o personagem principal, né? Um brilhante discípulo do Pasteur, que isola o vírus da peste bubônica e logo troca a vida de cientista, que é um brilhante, né? Por uma trajetória de aventuras. Ele viaja pela África, se instala na Ásia e exercita uma curiosidade absolutamente sem limites, né? Desde a invenção de uma bebida que podia ser uma espécie precursora da Coca-Cola, até a fabricação de pneus para o automóvel, passando pelo interesse de astronomia, criação de galinhas. Ele tem o Yersin é um personagem múltiplo. Eu queria começar a nossa conversa, Patrick, falando assim: seus livros se passam em vários países, né? Na Nicarágua, no Camboja, no México, no Vietnã. Você disse agora ter ido a Madagascar para escrever 2 parágrafos do seu novo livro. Essa viagem rendeu 2 parágrafos do livro. Pois não pode, e não quer, sobretudo, escrever sobre o que não vê. Né? Precisa ver as coisas. Eu queria que você falasse um pouco a importância da viagem na sua literatura, que está lá o tempo inteiro, né? E se a partir daí um diálogo, uma relação com os grandes escritores viajantes, né? Com a tradição dos escritores viajantes. Oui, bonsoir. C'est un peu compliqué, cette question. J'écris des romans sans fiction, effectivement, et je me suis lancé dans une entreprise extrêmement longue de 12 livres. Le 6e paraît au mois d'août. Je suis donc au milieu de ce projet. Ce projet consiste à écrire, donc, si tout va bien, 1 siècle et demi de l'histoire de la planète en faisant 2 fois un tour du monde littéraire. Donc là, j'en suis au milieu, et le livre qui paraît au mois d'août, c'est le livre français, puisque je suis français. Mais jusque-là, les précédents ont consisté en un tour du monde de l'ouest vers l'est. Un premier livre, Pura Vida, sur 1 siècle et demi de l'histoire de l'Amérique centrale, du Guatemala au nord jusqu'au Venezuela au sud. Puis ensuite, une traversée équatoriale de l'Afrique, de Sao Tomé et Principe dans l'Atlantique jusqu'à Zanzibar dans l'Indien. Puis un livre, Kampuchea, autour du procès des Khmers rouges, et donc en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos,
et principalement le Cambodge, puisque c'est autour du procès des Khmers rouges, et puis Peste et choléra, donc, qui se termine sur la côte du Vietnam, enfin de l'actuel Vietnam, à Nha Trang. Et en face de Nha Trang au Vietnam, il y a Acapulco au Mexique, où commence Viva, avec l'arrivée de Malcolm Lowry. Et ce livre se termine de l'autre côté du Mexique, côté Caraïbes, à Tampico, Veracruz, avec Antonin Artaud qui embarque sur un paquebot pour la Bretagne. Et ensuite, il y a donc le français. Donc ce ne sont pas des voyages au hasard. Je travaille sur ce projet depuis 20 ans. Et donc il y a un plan. Il me reste 6 livres à écrire. Et je sais déjà, et ce sont à la fois des voyages, mais aussi des séjours. Enfin, c'est très différent. Effectivement, Madagascar, j'avais besoin d'y aller pour terminer ce livre français, écrire 2 petits paragraphes. Mais sinon, il y a des endroits où, enfin, pour le livre mexicain, j'ai séjourné très régulièrement pendant 10 ans au Mexique, un peu dans toutes les villes du Mexique, mais principalement à Mexico et dans le quartier de La Condesa Hipódromo. Et il y a comme cela des projets, ce sont des projets très longs. Donc je suis déjà venu au Brésil avec le projet d'un livre. Je ne suis pas venu depuis plusieurs années, mais j'avais réellement commencé à travailler, à prendre des notes, à faire des recherches. Et là, c'est une reprise de contact avec le Brésil pour maintenant me mettre à écrire ce livre. Donc il y a, parmi les genres littéraires utilisés dans ces livres, il y a des notations ça peut s'appeler... mais enfin, je n'aime pas le terme de littérature de voyage ou de carnet de voyage. Enfin, la littérature de voyage est un genre complètement périmé, complètement obsolète. Ça n'existe plus. Il y a Google Earth, il y a des caméras dans toutes les rues du monde. C'est ridicule aujourd'hui de faire du récit de voyage. Ça n'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Ce que j'essaye de faire, c'est, sur des zones géographiques, en racontant des histoires véritables avec des personnages réels et des événements réels, raconter 1 siècle et demi de l'histoire d'un lieu, de l'histoire d'une zone géographique. Mais évidemment, le narrateur est sur place et se déplace, et donc voyage. Mais ça n'est pas de la littérature de voyage. Além da determinação geográfica, né? E você, na nossa conversa em Paraty, você tinha contado de começar o livro por escolher os lugares, né? Tem uma importância muito grande em todos esses livros o ano de 1860. Né? Você diz que conhecer melhor o ano de 1860 do que todos que você viveu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ano de 1860 e como que todos esses livros partem daí ou passam por aí em algum momento. Alors, je ne connais tout de même pas 1860 mieux que depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, si on prend, je ne sais pas, une année où j'ai été vivant... non, alors l'année 1962, je sais parfaitement tout ce qui s'est passé partout dans le monde. Mais il y a des années un peu plus ternes que peut-être je connais moins. Mais par contre, l'année 1860, comme tous ces livres commencent l'année 1860. Alors je sais en effet très bien, depuis 20 ans que je travaille là-dessus, ce qui s'est passé en 1860 absolument partout. J'ai choisi 1860 comme point de départ, pas complètement par hasard. Ça pourrait être 1859 ou 1861. Mais 1860, c'est tout de même un moment très particulier. Et disons, l'hypothèse sur laquelle je bâtis le projet, c'est qu'en effet, ce qui m'intéresse, c'est tout de même le présent. Que le présent que nous vivons, le présent de 2017, il vient en grande partie de 1860. On pourrait remonter avant. Mais 1860, c'est la deuxième révolution industrielle et c'est le début de l'européanisation du monde. Une accélération folle de l'européanisation du monde. C'est le 1860, c'est l'essor des sciences et des techniques, c'est le navire à coque en fer, c'est la locomotive,
c'est 1860, c'est les débuts du projet de percement du canal de Suez, qui fait que d'un coup, la planète rétrécit. Le canal de Suez, plus les paquebots et les cargos à vapeur, ça fait que la planète rétrécit d'un coup énormément. Et 1860, c'est à peu près le moment où un événement ne peut plus être local, où tous les événements ont une répercussion mondiale. Et le début de cette européanisation. Et on pourrait prendre des exemples. Alors, s'agissant de peste et choléra, c'est en 1860 que Louis Pasteur, à partir de Chamonix, escalade la mer de glace, effectue des prélèvements d'air pur et démontre qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et c'est le début de la bactériologie. 1860, il y a un scientifique français qui, au Cambodge, découvre les temples d'Angkor. Et d'un coup, pour les Français, les temples d'Angkor deviennent ce qu'avaient été les pyramides d'Égypte pour le Premier Empire. Ça devient pour le Second Empire ce qu'avaient été les pyramides d'Égypte pour le Premier Empire. Et c'est l'expédition coloniale française, anglaise et espagnole au début contre le Mexique. C'est l'installation de Maximilien sur le trône du Mexique. Et tous les événements sont liés. C'est-à-dire que quand l'expédition mexicaine tourne court, quand le Maximiliano est fusillé par les hommes de Benito Juárez à Querétaro, la France laisse tomber le Mexique et se tourne vers l'Asie du Sud-Est et crée la ville de Saïgon. Et en Afrique, c'est la course des explorateurs, parce que pour étendre les sciences et les techniques, pour le meilleur et pour le pire, il faut encore avoir des cartes, et tout le centre de l'Afrique est encore une zone inconnue. Et donc ce sont ces grandes compétitions entre les explorateurs, c'est-à-dire Savorgnan de Brazza pour la France, Livingstone et Henry Morton Stanley pour l'Angleterre, Wiesmann pour l'Allemagne. Et c'est le moment où se dessine comme cela cette carte de la planète. C'est donc un moment qui commence là et qui va à peu près jusqu'à maintenant. Enfin, la vie que nous connaissons, l'organisation de la planète, puisqu'après cette européanisation du monde, il y a eu son américanisation avec les 2 guerres mondiales. C'est la fin de l'américanisation du monde, très vraisemblablement, avec la fin de la guerre froide, la fin de la guerre froide dans les années 90, et puis maintenant quelque chose de différent, et peut-être une sinisation du monde, puisque c'est l'arrivée des Chinois absolument partout. Donc c'est le point de départ de ces livres. A gente sabe agora pouco do contexto. Para a gente se familiarizar melhor, o Patrick vai ler o começo do Peste e Cólera, quando nós somos apresentados ao Yersin. É trecho muito bonito do livro. Então, vamos começar por aí. C'est donc le premier chapitre du livre, dont le titre est « Dernier vol ». La vieille main tavelée au pouce fendu écarte un voilage de pongée. Après la nuit d'insomnie, le vermeil de l'aube, la glorieuse cymbale, la chambre d'hôtel blanc-neige et or pâle. Au loin, la lumière à croisillon de la grande tour en fer, derrière un peu de brume, en bas les arbres très verts du square Boussicot. La ville est calme dans le printemps guerrier, envahie par les réfugiés, tous ceux-là qui pensaient que leur vie était de ne pas bouger. La vieille main lâche la crémone et saisit la poignée de la valise. 6 étages plus bas, Yersin franchit le tambour de bois verni et de cuivre jaune. Un voiturier en habit referme sur lui la portière du taxi. Yersin ne fuit pas. Il n'a jamais fui. Ce vol, il l'a réservé des mois plus tôt dans une agence de Saïgon. C'est un homme presque chauve à présent, la barbe blanche et l'œil bleu, une veste de gentleman farmer et un pantalon beige, une chemise blanche au col ouvert. Les baies vitrées du Bourget donnent sur la piste où stationne sur ses roues un hydravion, une petite baleine blanche et son ventre rond pour 12 passagers.
On pousse la passerelle contre la carlingue du côté gauche parce que les premiers aviateurs, dont fut Yersin, étaient des cavaliers. Il s'en va retrouver ses petits chevaux anamites. Sur les banquettes du salon, une poignée de fuyards. Au fond de leurs bagages, sous les chemises et les robes de soirée, les liasses et les lingots. Les troupes allemandes sont aux portes de Paris. Ceux-là sont riches assez pour ne pas collaborer, qui observent l'horloge au mur et leur montre au poignet. Une motocyclette à sidecar de la Wehrmacht suffirait à clouer au sol la petite baleine blanche. L'heure est passée. Yersin ignore les conservations inquiètes, consigne une phrase ou deux dans un carnet. On voit tourner les hélices au-dessus du cockpit à la croisée des ailes. Il traverse le tarmac. Les fuyards voudraient le pousser, l'obliger à courir. Tous sont assis à bord. On l'aide à emprunter l'échelle. C'est le dernier jour de mai 40. La chaleur fait danser sur la piste le mirage d'une flaque. L'avion vibre et s'élance. Les fuyards s'épongent le front. C'est le dernier vol de la compagnie Air France avant plusieurs années. On ne le sait pas encore. C'est aussi le dernier vol pour Yersin. Il ne reviendra jamais à Paris. Jamais ne retrouvera sa chambre au 6e étage du Lutetia. Il s'en doute bien un peu. Observe tout en bas les colonnes de l'Exode dans la Beauce, les vélos et les charrettes où sont empilés des meubles et des matelas, les camions au pas au milieu des marcheurs, tout cela rincé par les orages du printemps. O Yersin é um personagem sobre o qual não se sabia nada, né? Ou sabia que não sabia nada, não sabia muito pouco. Um personagem muito pouco conhecido e fascinante pela quantidade de conexões que você vai fazendo. O Trotsky, que é o personagem do Viva, por outro lado, é um personagem muito conhecido, né? Um personagem sobre o qual se sabe muita coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de enfrentar esse personagem que vamos dizer, que você nos faz descobrir pelo livro, né? E a dificuldade também de enfrentar um personagem sobre o qual já se escreveu muito, né? Sobre o qual se tem muita informação. Vous voulez parler de Trotsky, là? Donc, peut-être un mot sur Yersin avant. Je parlais de Pasteur. Quand Pasteur invente la méthode, Pasteur, comme vous le savez, n'est pas médecin, il n'a pas le droit de pratiquer des vaccinations, mais il invente la méthode et il invente le vaccin antirabique contre la rage. Et donc, autour de lui, très vite, il y a un petit groupe de jeunes garçons et ils vivent en communauté. Il y a quelque chose d'assez étrange et curieux. Ce sont pour beaucoup des orphelins, pour certains des étrangers. Il y a Afkin, qui est un juif ukrainien, qui sont autour du vieux Pasteur, et eux sont très jeunes. Et ils vont, dans les années qui suivent, essayer, avec au moment où ça commence, il y a justement, c'est ce qui m'intéressait, il y a ce mythe absolu du progrès positif. Ils pensent qu'avec cette méthode, la médecine va éradiquer définitivement toutes les maladies. Lorsqu'il y a une épidémie, ils se précipitent, ils cherchent le bacille. Donc Yersin est celui qui découvre le bacille de la peste à Hong Kong. C'est lié au progrès des techniques aussi, justement, parce qu'avant, les épidémies étaient trop loin. Lorsqu'on arrivait, les épidémies étaient terminées. Mais là, grâce aux navires à coque en fer, grâce au canal de Suez, etc., dès qu'il y a une épidémie quelque part, ils se précipitent et ils essaient de faire des analyses et de découvrir le bacille. Donc la peste, aujourd'hui, s'appelle Yersinia pestis. Ils ont tous le rêve de donner leur nom en latin à une bestiole et ils savent que ça ne va pas durer longtemps. Ils pensent que ça ne va pas durer longtemps et qu'ils vont éradiquer toutes les maladies. C'est donc ce rêve positiviste. Le positivisme est tellement important au Brésil, de cette foi, cette confiance dans la science et le progrès. Et donc Yersin, parmi eux, lui est né suisse. Il avait l'avantage pour moi, d'abord il a eu une vie extrêmement rocambolesque, extrêmement romanesque, ça n'est pas la peine d'inventer, mais il a aussi l'avantage d'être celui qui a vécu le plus vieux. Il a vécu jusqu'en 1943. Le début du roman que je viens de lire, c'est donc la fin du mois de mai 1940.
quand il quitte Paris par le dernier vol Air France avant l'arrivée des Allemands, et qu'il repart en Indochine, dans l'actuel Vietnam, pour mourir 3 ans plus tard, à l'âge de 80 ans. Et donc cette vie d'Hirsin, elle me permettait, ce qui est le vrai sujet du livre, de raconter justement ce siècle et demi, et la guerre de 70, et la guerre de 14, et la guerre de 40. Et en effet, ce rêve positiviste, il se brise sur la guerre de 14, puisque les bactériologistes découvrent que les progrès de la bactériologie ont permis aussi de fabriquer des armes bactériologiques, que les progrès de la chimie ont permis de fabriquer des armes chimiques, que les progrès de la physique ont permis de fabriquer un armement meurtrier. Et donc c'est toute l'histoire de ce siècle et demi. Mais moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le présent. C'est-à-dire que tous ces livres vont de 1860 à aujourd'hui. Ce livre, Peste et choléra, ça se termine en 2012 dans l'actuel Vietnam. Et le livre suivant, Viva, dans lequel il y a Trotsky et Malcolm Lowry, ça se termine en 2014 à Tampico, sur le côté Caraïbes. Et pour le Mexique, de la même façon, je voulais reprendre ce siècle et demi, alors de 1860 avec l'entreprise coloniale de Maximilien et du Second Empire français, mais je voulais aller jusqu'en 2014, avec les guerres des cartels et du narcotrafic, mais je voulais construire ça autour d'une histoire réelle, et j'ai choisi en effet ce couple. Ces livres sont beaucoup construits sur des vies en parallèle, et j'ai choisi comme personnages principaux 2 personnes qui ne sont pas mexicaines. L'écrivain britannique Malcolm Lowry, qui est le génial auteur de Au-dessous du volcan, qu'il écrit au Mexique, et puis Lev Davidovich Bronstein, dit Trotsky, qui donc arrive en 1937 et est assassiné en août 1940 au Mexique. En mettant en parallèle ces 2 vies, c'est aussi l'apothéose de ces années 30 au Mexique, c'est l'apothéose après la magnifique révolution mexicaine de 1914. C'est à la fois Pancho Villa et Zapata. Il y a dans les années 20 un bouillonnement extraordinaire culturel au Mexique, et progressivement le Mexique, avec ce président Lázaro Cárdenas, a la décision d'ouvrir absolument grand ses portes. C'est chose comparable au Brésil, mais il se trouve que le Mexique bénéficie énormément de l'ouverture absolue. Le Mexique accueille absolument tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, lorsqu'en Europe, l'Italie est fasciste, l'Allemagne est nazie, la Russie est stalinienne, il y a cet îlot extraordinaire de démocratie du Mexique où tout le monde arrive, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Et puis bientôt, l'Espagne est franquiste, c'est l'échec l'échec des républicains espagnols. Donc il y a aussi énormément d'Espagnols qui arrivent au Mexique. Et puis parmi ces réfugiés, il y a effectivement Trotsky qui fuit sur la planète depuis 10 ans, depuis que Staline l'a chassé et le pourchasse. Et Trotsky est en Norvège avec sa femme, Natalia Ivanovna. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont très menacés en Norvège. Ils sont sur le point d'être... Ils sont attaqués à la fois par les... Enfin, attaqués, il y a des attentats, à la fois d'un côté par les staliniens, de l'autre côté par les nazis. Et donc, il a cette chance, mais bon, ça ne va poursuivre sa vie que pendant 3 ans. Mais il y a donc Diego Rivera, le peintre muraliste mexicain, et sa compagne Frida Kahlo, la peintre également, qui décide, le président Lázaro Cárdenas a donné un visa à Trotsky, et Trotsky débarque à Tampico d'un pétrolier norvégien. Et donc, à travers ces 3 dernières années de la vie de Trotsky, et il se trouve que Trotsky, lorsque Trotsky arrive,
il n'est pas jeune du tout, il a 57 ans. Malcolm Lowry, lui, est un très jeune écrivain de 27 ans et qui va écrire ce livre génial dans lequel apparaît le nom de Trotsky. Et Malcolm Lowry, lui, il vient au Mexique pas du tout pour fuir des persécutions politiques, il vient au Mexique parce que les alcools sont moins chers. Et donc il va mettre 10 ans à écrire ce livre génial, il va perdre sa raison, etc. Mais le parallèle qui m'intéressait, puisque ce sont des vies parallèles, c'est qu'il y a d'un côté un génie littéraire, de l'autre côté un génie politique, mais qu'ils ont en commun de placer la littérature au-dessus de tout. Mais qu'il y a la grande question, évidemment, de l'histoire, de la politique et de la violence dans l'histoire. Et donc, d'un côté, il y a Trotsky, qui, évidemment, agit dans l'histoire. Il commence à agir dans l'histoire à l'âge de 18 ans. Il est plusieurs fois déporté en Sibérie. Il s'évade, il revient faire la révolution. Donc, il agit. C'est lui qui crée l'armée rouge après la victoire de la révolution. Donc qui agit énormément dans l'histoire, mais qui néanmoins place la littérature au-dessus de tout et attend de pouvoir se consacrer à la littérature. Mais pendant toute sa vie, il a été un très grand critique littéraire et un très grand lecteur. Et ça n'avait rien à voir avec la politique. Quand Trotsky découvre, il est déjà déporté sur l'île turque de Prinkipo, lorsqu'il découvre le voyage au bout de la nuit de Céline, et vous voyez bien que Céline est un écrivain qui politiquement n'a absolument rien à voir avec Trotsky, il sait qu'il est en face d'un génie littéraire et il écrit un papier extraordinaire. Et de l'autre côté, il y a par exemple François Mauriac, prix Nobel de littérature, catholique de droite, qui, lorsqu'il lit, si ce n'est pas un pléonasme, non, il y a des catholiques de gauche, bien sûr. Lorsque François Mauriac lit l'autobiographie de Trotsky, Ma vie, il écrit un article enthousiaste en disant que Trotsky est l'un des plus grands écrivains, non seulement russes, mais européens des années 30. Et puis de l'autre côté, il y a Malcolm Lowry, qui lui se consacre tout entier à la littérature, perd sa santé mentale, perd sa santé tout court, perd sa vie, perd ses amours pour écrire ce roman. Mais ce roman est tout empli du remords de ne pas agir dans l'histoire. Dans Bajo el Volcán, enfin de Angels of Volcano, il y a en toile de fond la guerre d'Espagne. Il y a ce personnage de Hugues. Il y a le remords de Malcolm Lowry de rester enfermé dans sa cabane, enfin d'abord au Mexique, et puis il termine le livre à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est la guerre d'Espagne, ensuite c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il écrit Le Volcan, il reste enfermé dans sa cabane. Mais il y a ce remords de ne pas agir dans l'histoire. Ça, c'est le parallèle de ces deux vies. Dans Peste et choléra, les deux vies en parallèle principales, parce qu'il y a ensuite d'autres vies en parallèle dans tous ces livres. Un peu sur le modèle de Plutarque, des vies parallèles de Plutarque, c'est-à-dire vous voyez bien comment Plutarque raconte les vies en prenant les vies deux par deux dans une volonté de moraliste pour nous enseigner. Dans Peste et choléra, le parallèle, c'est donc Alexandre Yersin, qui est ce génie scientifique, et Arthur Rimbaud, qui est le génie poétique. Ils sont absolument contemporains. Et ils ont beaucoup finalement en commun, même s'ils ignorent leur existence réciproque. Tous les deux savent qu'ils sont des génies et en fait ils ne veulent pas travailler, ça n'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ils veulent partir, quoi. Ils claquent les portes, ils s'en vont. Yersin a 26 ans, il est né suisse, il voit la mer pour la première fois en Normandie. Et alors qu'il il a déjà fait des découvertes considérables scientifiques, Pasteur veut absolument le garder près de lui, mais Yersin s'en va, il devient marin, il part en Asie, il embarque, et ensuite il devient explorateur professionnel pendant 3 ans, et puis ensuite, comme vous disiez un peu tout à l'heure, il se consacre à énormément de choses.
Il se consacre à la botanique, il développe des plantations. Il est le premier à planter des EVA pour produire du caoutchouc volé au Brésil, comme vous le savez, dans l'Indochine. Et il est en contact un peu avec tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il touche à quelque chose, il fait voilà, le mieux, quoi. C'est-à-dire que pour le caoutchouc, il est en contact direct avec Édouard Michelin en France pour les pneus. Il produit de la cocaïne, donc à l'époque où la cocaïne est un médicament. Et donc il invente une boisson mélange de cocaïne et de cannelle qu'il appelle Coca Cannelle, oui. Juste avant voilà. Et puis il développe la photographie, puisqu'on est ici, c'est bien le lieu de le rappeler. Pour la photographie, il est en contact direct avec Louis Lumière en France, et c'est un très grand photographe. Voilà une bonne idée. Voilà une bonne idée, parce que pour écrire ce livre, je suis allé travailler aux archives de l'Institut Pasteur à Paris. Je n'avais pas pensé à ça, mais alors voilà, c'est pour Samuel Titan et pour l'Institut ici, quoi. Moi, je suis allé lire les correspondances privées, professionnelles et amicales à la fois pour écrire ce livre, puisque là encore, je n'invente rien. Donc, je suis allé lire les lettres à sa mère, à sa sœur, à ses collègues pasteuriens qui sont déposés dans le 15e arrondissement à l'Institut Pasteur. Mais il y a là des milliers de clichés photographiques, à la fois de Yersin et pas seulement de Yersin. Parce que tous ces jeunes pasteuriens qui bondissent sur les épidémies dans le monde entier, ils partent avec des appareils photo, avec les premiers appareils photo, donc avant la Première Guerre mondiale, et il y a des clichés, et Yersin est un excellent photographe. Eh bien voilà, je crois que j'ai répondu à la question. O Yersin, ele tem essa curiosidade indomável, né? Em um determinado momento você escreve assim: quando decide estudar, não faz nada pela metade, precisa sempre saber de tudo, né? E eu fiquei pensando em você escrevendo, que parece que quando você quer saber de uma coisa, você não faz pela metade também. Eu queria que você falasse desse esforço inacreditável de pesquisa dos livros, né? Porque envolve viagens, entrevistas, estar nos lugares, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse procedimento que a gente sente, obviamente, no texto, e isso não é nada pesado, pelo contrário, é uma maravilha ir de uma referência para outra, mas tem essa impressão que você quer saber tudo sobre aquele tema. É isso mesmo? Oui, bien sûr, il y a ce rêve encyclopédique. La volonté, même si on sait que c'est impossible, d'aller dans tous les lieux de la planète, de lire tous les livres. Enfin, c'est un rêve borgésien, quoi, et d'écrire un livre qui rassemblerait tous les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres dans ces livres. Puisque, évidemment, partout où je travaille, la première chose, enfin, c'est de lire la littérature, de lire les historiens aussi, mais de lire la littérature qui nous apporte autre chose. Lire les historiens, c'est indispensable, mais lire la littérature, c'est autre chose. La littérature peut autre chose. Et donc, il y a à la fois les grands morts, mais il y a aussi les écrivains vivants. Partout où je travaille, au bout d'un moment, enfin, pour le livre mexicain, évidemment, il y a les grands morts, il y a Juan Rulfo, il y a l'histoire de la littérature mexicaine, mais il y a aussi tous ces écrivains mexicains qui, pendant ces 10 ans, sont devenus mes amis, Margot Glantz, Sergio Pitol, Juan Villoro, Mario Bellatin, Carlos Monsiváis. Voilà, enfin, il y a toute la littérature, ils sont dedans. Donc, il y a ce rêve d'essayer de tout englober, de tout savoir, de tout utiliser, et que néanmoins, ça reste des petits objets extrêmement légers, brillants, rapides, et que rien ne soit pesant, voilà. Et que ce soit romanesque, même s'il n'y a pas je n'invente aucun personnage, aucun lieu, aucun événement. Ce que j'invente, c'est comment les connecter et comment les raconter.
essas conexões são muitas vezes pelo acaso, né? Você vai mapeando o acaso dessas pessoas, e sempre nesses livros você está como personagem do livro. Personagem, você está dentro da história. Né? No México, você já falou, está conversando com os escritores, tem uma conversa com o Villoro, que eu lembro, e no Peste e Cólera você é o fantasma do futuro, né? que permeia a ação. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia de a parte toda essa, porque são muitas opções pouco usuais. Né? Você faz uma pesquisa, mas você não escreve romance histórico. Você diz que odeia o romance histórico, eu concordo plenamente com você. Então, você viaja, mas não faz um livro de viagem, porque você acabou de dizer para a gente, literatura de viagem é um gênero vencido, e é um pouco mesmo. Né? E, no meio disso tudo, você se coloca dentro do coisa. Eu queria saber como, se isso aconteceu naturalmente quando você começa a escrever esse tipo de livro, ou se foi ou, por outro lado, se foi uma decisão muito bem pensada, de ser personnage du livre. Oui, ça me semblait indispensable. Enfin, bon, comme vous l'avez mentionné au départ, j'ai écrit avant 5 romans aux éditions de Minuit, qui étaient des romans de fiction post-Nouveau Roman. C'est la maison d'édition du Nouveau Roman, Minuit, donc de fiction expérimentale de la fin du XXe siècle. Mais j'ai cherché pendant des années une forme qui me permit de jouer avec tout l'éventail des genres littéraires. Et c'est ce que je suis parvenu à inventer. Tous ces livres sont constitués de chapitres brefs qui tous ont un titre qui commence sans majuscule. Et d'un chapitre à l'autre, je peux passer d'un genre littéraire à l'autre. Alors, il peut y avoir un peu de récit de voyage, il y a de la biographie, il y a du reportage, il y a de la prose poétique, il y a de l'essai, parfois. Enfin, et donc, il y a du reportage. Je fais des entretiens, j'enregistre, je prends des notes, je sollicite des rendez-vous avec, c'est pas, Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, ou pour Kampuchea, j'ai suivi pendant 3 ans le procès des Khmers rouges à Phnom Penh. J'ai rencontré les avocats, les parties civiles, les interprètes, parce que c'est très important, les interprètes dans les procès internationaux. Donc il y a une manière de travailler qui est extrêmement diverse, et ce qui rassemble tout cela, c'est qu'il y a un narrateur en première personne. Et ce narrateur vieillit. Donc il y a de la biographie, mais il y a aussi évidemment de l'autobiographie. Le premier livre de cette série, Pura Vida, en Amérique centrale, le narrateur, c'est-à-dire moi, est trentenaire quand il est avec les sandinistes. Et puis progressivement, ce narrateur vieillit et découvre autre chose, rencontre de nouvelles personnes. Il y a des entretiens qui sont sollicités. C'est-à-dire, je prends rendez-vous, mais il y a aussi des gens que je rencontre par hasard dans des bistrots. Et c'est le narrateur aussi qui tient tout cela. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivité qui tient toutes ces histoires, qui les pense, mais il y a aussi du rêve, il y a aussi parmi les genres littéraires, il y a aussi de la littérature fantastique. Mais je le dis, enfin on le sait tout de suite que ça, c'est de la littérature fantastique qui se décolle du réel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho nós publicamos na Serrote, 26 agora, o Expresso Transcaucasiano, que é um capítulo de um livro chamado A Tentação das Armas de Fogo, né? Que é um livro que não está me parece um livro à parte desse projeto da trilogia. Queria que você falasse um pouquinho desse livro, que A Tentação da Arma de Fogo é uma alusão aos suicidas, né? que estão um pouco pelas narrativas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse livro para a gente. Oui, ce livre, c'est un peu une parenthèse. Il est constitué de 4 récits. Ce qui rassemble ces 4 récits, ce sont les armes à feu. Et ça n'est pas compliqué de trouver des récits d'armes à feu dans l'histoire. Et donc l'un des 4 récits qui est apparu dans la revue, dont le titre en français est Transcaucase Express, c'est un texte... Après la chute du mur
de Berlin, en 89, j'avais pendant quelques années, je me suis rendu un peu partout, dans tous les pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est, les pays du bloc communiste, dont les régimes, vous le savez, sont tombés comme cela les uns après les autres, comme des dominos. Et donc je m'étais rendu dans tous ces pays. Et puis ensuite, je suis parti m'installer à La Havane, à Cuba, en 93. Je suis resté 6 mois, 93-94. Et c'était le moment où on pensait que c'était le domino suivant, Cuba. Je suis resté 6 mois. Il y avait beaucoup de journalistes qui voulaient assister en direct à la chute du castrisme. Et comme vous le savez, ça ne s'est pas produit. Mais c'était quelque chose qu'on appelait donc la période spéciale en temps de paix. C'était un pays complètement à l'arrêt, enfin, où il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus d'anesthésiants dans les hôpitaux, il n'y avait plus de carburant, c'était quelque chose de très particulier. Et ensuite, en effet, pour les 10 ans de la chute du mur, j'ai fait ce voyage en Azerbaïdjan et dans les républiques du Caucase, c'est-à-dire au sud de l'Union soviétique. C'est ces républiques qui étaient devenues des pays indépendants après que la Russie avait décidé de ne plus... La Russie avait décidé de garder le Nord Caucase et de continuer à faire la guerre au Nord Caucase. Tchétchénie, Gabardino-Balkarie, pour conserver ces petites républiques, l'Ossétie. Mais par contre, au sud du Caucase, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, la Russie avait jeté l'éponge, comme on dit en français. Et ces pays nouvellement indépendants, avec des monnaies toutes neuves, étaient en très mauvais termes les uns avec les autres. Et donc il n'y avait plus de vol, par exemple, entre Tbilissi et Bakou. Et c'est pour ça que ça avait relancé ce train, finalement. Et donc ce Transcaucase Express, c'est ce train qui parcourt comme ça de la mer Caspienne à la mer Noire. Et j'avais pris ce train pour écrire ce texte et voir comment était à ce moment-là, 10 ans après la chute du bloc, l'état de ces pays. Donc ce texte, c'est quand même plus un reportage. Voilà. Você viaja pelo mundo, né, para todos esses lugares, escrevendo, mas na França é diretor literário da Casa dos Escritores Estrangeiros de Saint-Nazaire, né, que é uma residência para escritores, que já recebeu alguns, dentre os brasileiros, que já recebeu, tá o Caio Fernando Abreu, o Milton Atum, o Antônio Dutra, que aí está, foi um dos escritores visitantes. Você recebe escritores fora do seu lugar, né, que vão para lá escrever. Como esse trabalho estabelece um diálogo com a sua criação literária? Tem algum diálogo com isso? Porque você se dedica não só à direção, mas a planejar edições também. Eu gostaria que você falasse um pouco da Maison. Oui, on prononce MIT, puis les rencontres littéraires que j'ai créées. Enfin, MIT, c'est donc l'acronyme Maison, écrivain, étranger, traducteur. Oui, enfin, c'est depuis plus de 20 ans, comment dire, c'est tellement imbriqué pour moi. Je rencontre beaucoup d'écrivains ailleurs, où ils sont, et puis il y a ces invitations permanentes d'écrivains étrangers en France, et c'est aussi une maison d'édition qui publie uniquement des livres bilingues, c'est-à-dire à chaque fois langue originale et traduction française. Donc oui, c'est à la fois le bonheur aussi de découvrir les littératures, de les lire, d'en découvrir de nouvelles, puisque j'ai créé un prix littéraire qui est le prix de la jeune littérature latino-américaine. Je l'ai créé il y a une vingtaine d'années, et c'est un prix qui se déplace chaque fois d'un pays d'Amérique latine à un autre, avec à chaque fois un jury qui est constitué d'écrivains très reconnus de l'endroit et qui choisissent un jeune écrivain de moins de 35 ans qui n'a pas encore édité de livre qu'il soit adoubé par ses pairs. Le livre paraît ensuite en langue originale dans le pays
et puis ensuite en France, en langue originale et traduction française. Et le lauréat est invité en résidence et ensuite a participé à des rencontres littéraires. Et donc ce prix, je l'ai organisé à Montevideo, au Uruguay, à Mexico, à La Havane, à Caracas, Venezuela, à San José de Costa Rica, à Quito, Équateur, et puis une fois au Brésil. Et le lauréat, c'est donc Antonio Dutra qui est ici, qui était donc très jeune à l'époque. Et donc c'était complètement anonyme. Alors, je ne me souviens plus exactement qui était dans le jury, mais je crois qu'il y avait, je ne sais pas, Bernardo Carvalho, Luis Rufato, enfin des écrivains brésiliens très recommandables, qui ont choisi de manière complètement anonyme le jeune Antonio Dutra, qui avait écrit un livre magnifique qui s'appelle Dias de Faulkner sur le petit séjour effectué ici par Faulkner. Et ça doit être en 1954, non, c'est ça, voilà. Et cette maison, voilà, maison d'édition, lieu de résidence pour écrivains et lieu de rencontre d'écrivains étrangers et d'écrivains français qui se rencontrent là, à la fois en Bretagne et à Paris. Você disse em alguma entrevista que os livros estão um pouco dentro dos outros, né? Você tem pedaços de um livro que estão ali prenunciando o livro seguinte, e eu achei muito curioso, olhando o Equatorial, que é um dos livros desse primeiro ciclo, né? E você fala sobre o mercado de Luanda, em Angola, e o mercado se chama Roque Santeiro, né? Que é uma menção a uma telenovela brasileira, né? Então, e no Peste e Cólera, o Brasil aparece 2 vezes representado por Petrópolis, né? Que é em Petrópolis que se instala o Paul Louis Simon, que é membro de uma missão científica do Instituto Pasteur, que vem pesquisar no Brasil, escreve para o Yersan de Petrópolis, né? E Petrópolis entra com uma referência mais recorrente, que é o lugar para onde se isolou Stefan Zweig também, né? Petrópolis também foi a cidade que a poeta americana Elizabeth Bishop, né, viveu um tempo da sua vida. De que maneira que o Brasil entra na geografia do seu próximo projeto? Porque ele está apparaissant. Oui, alors là, comment dire ça, c'est un peu plus technique, mais il s'agit d'un projet de 12 livres. Moi, j'ai l'architecture, j'ai les titres et j'ai les lieux, et grosso modo les histoires. Et donc, je travaille pendant très longtemps. Et donc, comme je sais avant ce qui va venir après, il y a, alors je ne sais pas comment on traduit ça en brésilien, mais ce qu'on appelle en architecture des pierres d'attente. C'est dans les immeubles haussmanniens, par exemple, à Paris, vous voyez parfois des pierres qui sont à un coin et qui débordent comme ça dans le vide. Et ces pierres, elles sont destinées à attendre la construction de l'immeuble à côté qui sera donc vraiment accroché, comme ça. Vous voyez ça? Mais ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait ça, voilà, ces pierres d'attente. Ça veut dire qu'il y a dans ces livres des détails qu'on peut ne pas remarquer à la première lecture, mais je sais que c'est quelque chose qui va revenir et qui sera développé. Ces livres, dans mon esprit, sont destinés à être publiés sous la forme de 4 trilogies. La première trilogie apparue en français. Et évidemment, quand on lit donc, ces livres dans l'ordre, ces livres, il faut que je fasse tout de même un peu de publicité commerciale, ces livres, évidemment, peuvent être lus indépendamment les uns des autres, dans le désordre, etc. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre ma mort, ni la fin de... Voilà. Mais néanmoins, lire, voilà, c'est les 3 premiers qui sont rassemblés dans cette trilogie, c'est une lecture, évidemment, qui est différente, parce que là, on remarque, en effet, qu'il y a des histoires qui reviennent. Dans le tout premier, par exemple, dans Pura Vida, il y a 2 phrases sur l'assassinat du Cubain Julio Antonio Meilla à Mexico, au bras de Tina Modotti, la photographe stalinienne d'origine italienne. Ça passe comme cela très vite dans Pura Vida,
Mais dans Viva, donc, c'est-à-dire 5 livres après, cette histoire est détaillée et racontée. Voilà. Donc ça donne évidemment une autre lecture si on lit ces livres comme ça. Ce n'est pas exactement la question que vous m'aviez posée, j'ai oublié. La question, c'était sur le Brésil, dans les prochains. Ah oui, alors, oui, bien sûr. Donc, moi, je sais depuis très, très longtemps qu'il y aura le Brésil. Et donc il y a le Brésil clignote. Et là, je peux vous raconter quand même une anecdote absolument incroyable. C'est toujours, il y a des coïncidences. Et la première fois que je suis venu à Rio, j'étais installé à l'hôtel Gloria. Magnifique, que j'aime beaucoup. Et j'avais pris beaucoup de notes, j'avais écrit sur le Gloria et la terrasse du Gloria et ceux qui avaient vécu dans cet hôtel, etc. Et donc, dans Equatoria, donc qui est là, au milieu, moi je ne vais pas chercher la page maintenant, mais quand je suis à Sao Tomé et Principe, je termine un chapitre en disant que, vous voyez, Sao Tomé et Principe, c'est lusophone, ça a été une colonie portugaise, etc. Et puis il y a à Sao Tomé, d'une part, la végétation est assez semblable à ce qu'elle est ici, et puis il y a un pain de sucre. Il y a au sud de la grande île un pão de açúcar. Et je termine un chapitre en disant que, donc je suis sur la côte ouest de l'île principale, Sao Tomé, et je dis que la tectonique des plaques n'est pas infaillible et que la plaque américaine, en s'arrachant à l'africaine, aurait dû emporter Sao Tomé et Principe, et qu'on devrait voir Sao Tomé et Principe depuis la terrasse de l'hôtel Gloria à Rio, derrière le pain de sucre. Et complètement par hasard, hier, avec Antonio, il avait le livre et je lui montre cette fin de chapitre parce que nous passions devant le Gloria et j'ai appris hier que, voilà, malheureusement, il est définitivement fermé. Ou heureusement, littérairement pour moi, parce que je suis l'habitant, j'ai tout, moi, du Gloria. Et ce matin, je reçois un mail ici de quelqu'un qui ne sait absolument pas que je suis au Brésil, que je suis à Rio, qui vient de lire Equatoria, qui vient de lire Sic Transit, justement, la trilogie, et qui me dit, c'est génial, enfin comme tout le monde, quoi. Et jusque-là, tout est normal. Et il me dit, par contre, je suis un spécialiste de la tectonique des plaques, et là, ça n'est pas ça du tout. Et alors, il y a tout un paragraphe extrêmement scientifique, extrêmement complexe sur la datation, sur la dérive des continents. Moi, c'était juste une blague, cette lecture. Mais en même temps, ce courrier est vraiment très, très beau, quoi. Enfin, je vais évidemment le garder. Je ne sais pas ce que je ferai de cela. Tout est fait comme ça, de toute façon. Enfin, nos vies sont faites de toutes ces coïncidences. Voilà. Et le poète Blaise Cendrars sera un personnage aussi. Oui, alors il y a des... Bien sûr, il y a des personnages... Enfin, je vois ça un peu comme une scène de théâtre, quoi. Il y a des petites bandes de personnages qui parfois sont au fond de la scène. Ils sont là, mais dans l'ombre. Et puis parfois, ils viennent dans la lumière. Et parfois, ils retournent dans l'ombre. C'est le cas d'Hiersin. Hiersin, il est dans Campuchea, mais très peu. Il est en pleine lumière dans Peste et choléra. Il réapparaît dans Viva. Et il est encore dans le français Tabac Tabac qui paraît là dans 2 semaines. Mais il y a aussi d'autres personnages comme ça dont on pourrait, au bout du compte, extraire les vies, mais complètement dans le désordre. Aussi parce qu'il y a des écrivains qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup Jules Verne, parce que Jules Verne a écrit sur des endroits très différents. Mais il y a aussi le romancier britannique Graham Greene, par exemple, qui a écrit dans beaucoup d'endroits du monde. Donc il est dans Campuchea parce qu'il a écrit
un Américain bien tranquille au Vietnam. Il a écrit son roman mexicain, donc voilà. Et puis il y a également Sandrars, qui est pas mal là dans le français pour son admirable engagement volontaire, puisqu'il est suisse et il s'engage dans la Légion au début de la Première Guerre mondiale, et il perd un bras, comme vous le savez. Et puis, évidemment, dans le projet brésilien, enfin, il y a cette magnifique histoire de Sandrars avec Paulo Prado, avec Tarsila Amaral et toutes ces histoires. Nós fizemos aqui uma volta ao mundo, né, com os livros, né, e o livro que sai na França agora, dia 14, né, chama Tabá Tabá, e você se refere toda hora a ele como meu livro francês, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que o livro francês sairá no Brasil pela editora 34 também, no ano que vem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Tabá Tabá, esse título enigmático. Vous m'apprenez qu'il paraîtra, on n'a pas signé de contrat. Oui, Tabá Tabá, enfin j'ai passé mon enfance dans un hôpital psychiatrique. Et Tabá Tabá était mon meilleur ami. Donc c'est vrai que le titre peut paraître curieux pour un livre français. Mais donc Tabá Tabá était un adulte interné psychiatrique. Moi, je vivais à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Et donc cet homme n'avait à sa disposition que 2 syllabes, Tabá Tabá, et qu'il prononçait à longueur de journée sur le rythme magnifique de l'alexandrin, avec la coupure à l'hémistiche, c'est-à-dire qu'il prononçait Tabá 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 Tabá, Tabá Tabá Tabá, Tabá Tabá Tabá, Tabá Tabá Tabá. Et on m'a plus ou moins, moi, enfin mes parents, extrait de cet hôpital psychiatrique lorsque j'ai commencé à m'asseoir toute la journée sur les marches à côté de lui et à prononcer, mais ce qui a imprimé le rythme de l'alexandrin en moi. Voilà. Donc évidemment, ça n'est pas uniquement cela, mais c'est un livre beaucoup plus autobiographique et qui part et en tout cas, c'est l'explication du titre. Mais à côté de cela, c'est un siècle et demi de la France, de 1860 jusqu'à mars 2017. C'est-à-dire, j'ai acheté une automobile, j'ai fait un tour de la France au sol et au volant, et puis beaucoup de tours du monde pour aller chercher des traces de la France un peu partout sur un siècle et demi. Voilà. Et nós temos 5 minutos. Gostaria de saber se temos alguma pergunta da plateia. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua opinião sobre temas atuais, como Brexit, como Trump e Macron. Je ne suis pas politologue. Bon, le Brexit, je m'en désole. En même temps, les Anglais font ce qu'ils veulent. Non, mais voilà. Non, je pense que de toute façon, les Anglais, ils ont mis un moment, mais ils comprennent là que c'était pas du tout une bonne idée. Trump, c'est pas non plus une bonne idée. Mais les Américains font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai que là, en ce moment, on peut rigoler parce que tout de même, l'Europe est passée près d'un risque de droite extrême nationaliste et que finalement, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans de l'écriture de Tabá Tabá, lorsque j'ai fait ce tour de France et puis ces tours du monde en cherchant les traces de la France, c'est vrai qu'il y avait c'est-à-dire ce livre commence pour le narrateur au début de janvier 2015. Et donc il commence, ça je ne l'avais pas prévu, mais avec les attentats de Charlie Hebdo, l'assassinat de 12 journalistes et dessinateurs français par des Français se réclamant de la guerre sainte islamique.
Et donc, pendant 2 ans, je suis aussi toutes ces histoires des attentats en France. Et il y en a eu beaucoup. Et j'en fais la liste au fur et à mesure que ça apparaît dans le livre. Et en effet, pendant ces 2 ans, il y a eu une collusion, un intérêt commun entre l'extrême droite nationaliste et les djihadistes islamiques, puisque chaque attentat faisait monter l'extrême droite dans les sondages. Et que les deux, à la fois les islamistes et l'extrême droite, cherchaient à entraîner la France dans une guerre civile et prendre le pouvoir. Enfin, finalement, ça ne s'est pas produit en Europe, c'est-à-dire que même en Autriche, l'extrême droite n'est pas passée. Elle n'est passée nulle part, en fait. Et ça ne veut pas dire que le risque a disparu. Mais c'est vrai qu'en France, l'élection d'Emmanuel Macron a été un grand courant d'air frais. Maintenant, évidemment, le risque, c'est qu'il ne faut pas qu'il échoue. Parce que dans 5 ans, le problème peut à nouveau arriver. Donc les choses, évidemment, ne sont pas réglées pour autant. Mais d'un autre côté, effectivement, voilà, un jeune président de 39 ans, au-dessus de la droite et de la gauche, avec des idées nouvelles, c'est vrai que c'est mieux que Donald Trump. Eu gostaria de agradecer a Patrick David pelo encontro e a todos vocês por estarem aqui. O David vai assinar seus livros ali fora, para quem estiver interessado, estará lá um pouco assinando os livros. Muito obrigado, boa noite. Merci.